You better pray to the Lord when you see those flying saucers. It may be the coming of the judgment day. It's a sign there's no doubt of the trouble that's about. So I say, my friends, you'd better start to pray. They're a terrifying sight as they fly on day and night. It's a warning that we'd better mend our ways. You'd better pray to the Lord when you see those flying saucers. It may be the coming of the judgment day. Bonjour à tous et à toutes, la chanson que vous êtes en train d'écouter n'est autre que Those Flying Saucers des Buchanan Brothers, une chanson qui a été enregistrée le 16 juillet 1947. C'est exactement une semaine après l'affaire de Roswell, ou plutôt le crash de Roswell le 8 juillet 1947, et 3 semaines et un jour après l'observation de Kenneth Arnold sur le mont Rainier, observation qui va créer le terme de soucoupe volante le 24 juin 1947. Vous êtes sur Éteins ton ordi et aujourd'hui on va parler des extraterrestres et des soucoupes volantes dans la culture populaire. Alors je vais présenter notre équipe actuelle qui est composée de El Gringo et de... je ne connais pas ton pseudo. Je n'ai toujours pas. Ouais, voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu veux comme pseudo? Cricou, Cricri, Chris. Non. Pas Cricri. Cricri. Ok, d'accord. Non, pas Cricri. Ah, Cricri, j'ai compris. Bon, bah, pendant que tu vas choisir ton pseudo, El Gringo va se présenter. Alors vas-y, présente-toi vite fait. Ben, c'est El Gringo, rôliste à 16 heures perdues et aussi en formation d'infirmier. Parfait. Étudiant donc. Étudiant Et donc. fêtard aussi, bon bref, ça c'est une autre histoire. Et toi, personne qui n'a pas encore son pseudo. Oui, parce que cette émission est très, très bien préparée, comme vous pouvez écouter. J'ai su que ce matin que c'était sur le Oui. On va t'appeler Kira comme son pseudo de jeu de rôle. Oui, Kira, on peut ouais. dire ça. Voilà, alors. Kira. Voilà. Ou Kira pas, bon bref. Alors, vas-y, présente-toi de manière concise et précise. Bah, moi, je suis plus étudiante puisque je travaille dans la recherche médicale à l'université. D'accord. Ok, et ben moi c'est Octorius, donc aussi rôliste à mes heures perdues et je veux dire, quand on parle d'extraterrestres en général, toi quand on parle d'extraterrestres, tu penses à quoi? Comment tu imagines quand je te parle extraterrestre, tu vois quoi? Alors là, je vais faire marrer tout le monde et surtout le gars qui regarde des hentai. Moi, je pense aux Azari. Aux Azaris, Aux Azari. c'est quoi? Dans Mass Effect. C'est toutes des miss bleues. avec des sortes de tentacules dans les cheveux qui bougent pas. Ok. Toi Kira, tu vois quoi comme... Moi, je vois le classique petit bonhomme vert. Ah, le petit bonhomme vert, tu vois? D'accord, bon je suis seul à voir les petits gris alors. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais bon ok. Ou alors Alien aussi. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis. Bah, en fait, moi, j'ai tendance à voir soit le côté attirant de la chose. Ouais. Bon, là, les Azaris, c'est des femmes, etc. Mais c'est, en l'occurrence, plutôt le fait que ce soit une autre conscience, quelque chose d'inconnu. Mais comme tu pars à la découverte d'un autre pays, d'autres personnes, d'une autre culture, tu vois. Ouais. Et puis, il y a aussi l'autre côté, avec Alien, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire le danger, c'est-à-dire qu'en fait, je connais pas les intentions et je peux pas forcément savoir. À part s'ils décident de communiquer, s'il n'y a pas... En fin de compte, tu vois, cette histoire-là d'Alien, ça nous rend à nous-mêmes, dans le sens où notre propre peur vis-à-vis de l'inconnu, de l'étranger, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des aliens. Tu parles de Alien de Ridley Scott? Non, de Alien, dans le sens de forme de vie extraterrestre. Oui. C'est tout à fait le cas. Non, ce que je disais, c'était intéressant parce que moi, je pensais justement que tu parlais de Alien de Ridley Scott. J'allais rebondir là-dessus, mais c'était pas... Oui, non, au départ, je parlais d'Alien de Ridley Scott, mais là, dans ce que je venais de dire, c'était que je
parlais d'Alien. Non, parce que, là où je voulais en venir, c'est que quand je vous ai demandé, dites-moi quand je vous parle d'extraterrestre, quand on vous parle d'extraterrestre, qu'est-ce que vous imaginez dans la tête? Donc moi dans la tête, ce que j'imagine, c'est un petit gris. Donc toi, tu imagines les Superbe Azari bleu. les Azaris bleus, Hot hentai tentacule. et toi, les petits hommes verts. Les petits bonhommes verts. Les petits bonhommes verts. Parce qu'en fait, la plupart des témoignages qu'il y a vraiment dans l'ufologie, vraiment ceux qui étudient l'ufologie, tout ça, le nombre d'extraterrestres qui fait partie des témoignages est assez limité. On n'a pas beaucoup de formes et de... C'est toujours les mêmes qui reviennent. Soit des petits gris, soit des grands blancs, soit... Il y a toute une classification. Bon, après, on peut se poser la question comment il peut y avoir une classification aussi complexe pour quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Mais... Bullshit, Maxime. Mais il semble que le cinéma offre plus de formes, de créatures, que ne le font les témoignages. Mais pas que le cinéma. Oui, comme je dis, la science-fiction, la le littérature, fantastique, le jeu vidéo, tout ça. Alors... Parce que le truc, c'est que la différence entre les témoignages et le fantastique, le machin, c'est que les témoignages, ils font appel à l'imaginaire, mais en se référant à quelque chose de possible, de réel, Ouais. alors que dans le fantastique et la science-fiction, etc., c'est que de l'imaginaire, donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. T'as pas de limite Oui. à proprement parler. Mais pas... Alors que dans l'autre, ta limite, c'est la réalité. Oui, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Dans Et la... c'est très paradoxal, je trouve. Non, oui, c'est très paradoxal. Dans la guerre des mondes de George Orwell, il décrit les extraterrestres, donc c'est au 19e siècle, hein, comme des petits gris. Ils sont gris, les extraterrestres de George Orwell. Ils sont pas verts. Hein. Et on a après tout le folklore sur les petits gris avec Roswell, etc. En revanche, des films qui ont aussi bien marché que La Guerre des Mondes, bon, La Guerre des Mondes c'était un livre, mais il y a le film des années 50, il y a Alien de Ridley Scott, et pourtant on n'a aucun témoignage qui décrit une créature alien comme dans Alien de Ridley Scott. Mais comme je t'ai dit, c'est que Ridley Scott, lui, c'est à la base, il s'est inspiré de l'artiste, comment il s'appelle, avec son nom bizarre, Giger, voilà. Il était cool. Il s'est inspiré, et là, de nouveau, c'est l'imagination. Puis, c'est pas mis vraiment de limite. Enfin, ici, c'est mis une limite, c'est de la science-fiction. C'est resté dans le domaine de la science-fiction. Mais comme je te disais, par rapport au témoignage, etc., c'est de nouveau ce rapport à la réalité et au rationnel. Et les petits gris, après, faut savoir aussi qu'il peut y avoir une mouvance entre comment dire ça, ouais, je sais pas comment introduire ça bien, mais je vais être assez brut là-dedans. C'est entre le racisme et puis les petits gris. Par exemple, t'avais les petits nègres, tu vois, la notion de petits, etc. Donc de petits étrangers, de petits, et de fil en aiguille, ça peut très bien, on se pose la question, ah ouais, à quoi ressemble, à quoi ça pourrait ressembler, tu vois, et ben t'as déjà une sorte d'archétype qui est à l'intérieur de toi par rapport au colonialisme, enfin bref, tout ça. Et du coup, ça peut jouer un rôle là-dessus, ça peut influencer, tu vois. Et de fil en aiguille, tu peux te retrouver avec des petits aliens gris. C'est une théorie qui peut être bullshit, hein. Je tiens juste à le dire, hein, mais ouais. C'est tout à fait possible. Pour en revenir un peu aux origines de ce qui est des extraterrestres, en tout cas de l'origine de l'ufologie, au départ, on ne parlait pas de Mars. Pendant très longtemps, on a parlé de Mars qui était habité, les Martiens, d'ailleurs on appelait les Martiens pour des extraterrestres pendant très longtemps. Mais avant ça, bien avant ça, c'était la Lune. La Lune, il y a eu énormément de scientifiques, on pourrait dire même de pseudo-scientifiques, pseudo-sciences, pour faire référence à notre ancien podcast, qui disaient voir des murailles, des villes, des rues sur la Lune. Ces extraterrestres, on les appelait les Sélénites. Et il y a énormément d'œuvres littéraires, même de grandes œuvres littéraires qui ont parlé de Sélénites. Par exemple, vous connaissez, alors c'est pas vraiment un Sélénite parce que c'est un hybride. Donc je fais exprès de faire un peu d'anachronisme. Vous connaissez l'hybride extraterrestre le plus connu dans la Renaissance. Ouais, parce que toi je te l'ai dit. Bah non, c'est pas du jeu, tu lui as dit déjà. Devine.
Dans la Renaissance? Il y a une chanson. Ah, il y a même une chanson sur lui. Non, je vois pas. Ah, c'est D'accord. Pierrot. Pierrot. Pi- Au clair de la lune. Et oui. Parce que Pierrot, en fait, à la base, sa mère vient de la Lune et son père vient de la Terre. Ce qui fait de lui, si on fait un peu d'anachronisme évidemment, un hybride. Dans la culture populaire évidemment. Alors évidemment je fais exprès de parler d'hybride parce que à cette époque-là on parlait pas du tout d'hybride, c'était beaucoup plus métaphorique. En fait c'est la lumière de la Lune qui est incarnée par une femme. On a les bases. Parce que dans la culture ufologique, les hybrides avec les enlèvements, les abductions comme on dit en anglais, c'est très... ça fait partie du folklore ufologique et on retrouve un peu ça dans la Renaissance. Après, moi, j'ai envie d'intervenir là juste en disant que on a été sur la Lune, mais il n'y a que ceux qui ont été sur la Lune qui savent ce qu'il y a vraiment sur la Lune. Après, parce que dans la face cachée de la Lune, c'est très difficile de la Il y voir. a les Transformers. Tadam. Non, mais je veux dire, sincèrement, c'est vrai. Des milliards de personnes sur Terre pensent savoir ce qu'il y a sur la Lune, mais en réalité, personne ne sait vraiment ce qu'il y a sur la Lune, à part ceux qui y ont été. Il y avait un film, ça s'appelle Apollo 13 ou Apollo... Oui, Apollo 18. 18, où Ouais. en fait les petits cailloux sur la Lune, Oui. c'est des extraterrestres. Mais je trouve ça excellent comme idée, parce qu'en fait, ils sont pas organiques, ils sont minéraux, ouais. Et donc voilà, c'est une autre forme de vie. En fin de compte, même là, c'est une autre forme de vie. C'est peut-être pas une autre forme d'intelligence, mais une autre forme de vie. Oui, c'est vrai que l'histoire... Moi j'ai vu le film... Micro. J'avais peur, je me disais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle me fait? Pourquoi elle me tient? Moi j'ai vu le film Apollo 18. Je sais pas si tu... J'ai pas vu. Non, il est excellent. Il est vraiment excellent. Et c'est vrai que les cailloux sur la Lune sont des formes de vie, mais des formes de vie minérales, pas organiques. Dans le film, tu dis? Ouais, Oui, dans le oui, film. oui. Et ça, c'est vrai que c'est hyper... Comme les Transformers. Oui, exactement. Même à part ça, on rigole, mais au niveau technologique actuellement, bah, d'ici, je sais pas, dans 50 ans ou peut-être plus ou moins, on arrivera à créer une intelligence artificielle. Et à ce moment-là, ça sera plus la biologie, la référence de l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, elle peut pas être restreinte qu'à la biologie. Pour moi, l'intelligence, c'est quelque chose qui surpasse la biologie, même, je dirais, la conception de la réalité comme on le voit. Pour moi, l'intelligence, ça peut être... c'est complexe. J'arriverai pas à le définir, mais c'est très complexe. Si ça se peut, notre univers est une forme d'intelligence. Mais là, je vais très loin. Non, mais Il est beaucoup fumé. Hein. Non, mais c'est des théories qui existent réellement. Hein. C'est pas toi qui les as inventées. Hein. Ouais, Ça existe dans le milieu scientifique, des théories comme ça. Mais il y avait un livre, exactement, c'est celui-là, de Fred Hoyle, qui est The Black Cloud, c'est un livre qui présuppose que justement la vie organique existe pour amener à l'intelligence et à la vie mécanique. Enfin, la vie Donc pour lui, en fait, c'est un processus d'évolution. C'est un processus d'évolution qui va de l'organique au mécanique, et le mécanique qui va encore plus au-delà. Et donc le Black Cloud, c'est un espèce de nuage conscient dans l'univers, mais qui est originel d'une intelligence qui s'est auto-transformée par la technologie pour arriver à une conscience universelle. C'est vraiment encore plus évolué que la mécanique, mais pour lui, en fait, il explique ça comme une théorie de l'évolution, en fait. Mais alors moi, quand je parlais de l'univers en tant qu'intelligence, c'était pas dans cette optique d'évolution, mais effectivement, si on regarde une cause, etc., ça pourrait être un univers plein d'intelligence. Alors, il y a aussi un univers d'intelligence. Parce que pour moi, quand on regarde les choses, quand on regarde la réalité, on peut s'apercevoir que... Enfin, moi, j'aime bien cette théorie, et moi, j'aime bien... Quand tu regardes ça fait que tu regardes le microscopique et le macroscopique, et ça se ressemble. Et en fait, peut-être que nous, on est, dans une certaine mesure, comme des cellules au niveau de l'humanité. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'univers, on est comme un quark. Tu vois ? Alors ça, c'est vrai que c'est une théorie qui existe. D'ailleurs, ça a été illustré à un moment dans un des génériques des Simpsons,
c'est excellent. Donc, Man in Black. Man in oui, Black, dans ça, Man c'est in un Black des le trucs 1, les et plus t'as célèbres. le chat qui a la petite, le petit collier avec la galaxie dedans. Mais dans les Simpsons, c'est encore différent. C'est-à-dire que tu vois les Simpsons qui arrivent sur le canapé, la caméra se recule, donc tu vois la ville, tu vois le pays, tu vois la planète, tu vois le système solaire, tu vois la galaxie, tu vois l'amas de galaxies, tu vois l'univers. Ensuite, l'univers, tu le vois, ça ressemble un peu comme à des cellules. Ensuite, ça devient des molécules, des cellules. Tu vois là des pigmentations de peau. Et tu reviens depuis le crâne d'Homer dans le salon. Et t'as Homer qui fait oh. Je trouve ça super. Et d'ailleurs, Kira, à quoi penses-tu enfin, qu'est-ce que tu en penses, je veux dire? À quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis comme toi, je suis sûre qu'il y a... Enfin, sûre. Je pense qu'il y a une forme de vie autre dans l'univers, autre que nous. Parce que c'est pas possible qu'on soit les seuls. Statistiquement, c'est pas possible. Moi, j'écarte pas cette possibilité, puisqu'il y a toujours une histoire de 1%, 0,0000 Ouais. et ad infinitum 1%. Je veux dire, Mais voilà, ça se peut comme ça se peut le reste, tu vois. Donc, j'écarte pas la possibilité, mais ça serait bien triste. Mais pour moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Toi, tu préfères ça Ouais, je préfère me dire qu'il y a quelque chose. Le seul truc, c'est de savoir, par rapport à ta théorie de tout à l'heure, les années-lumière, etc., effectivement, s'ils nous regardent et qu'ils sont très très loin... C'est un peu la merde pour la communication. Hein. C'est ça. Excusez-moi, il y a du brouillage, il y a un peu de... Ça, c'est si on utilise une technologie actuelle et une technologie terrestre. C'est vrai. Oui, mais Est-ce un que jour, on parlait de... Nous, on a envoyé dans l'espace une capsule C'est juste. avec... Oui, c'est Voyager. Voilà. Ouais. Avec des objets terrestres, Ouais. un homme, une femme, ce que c'est, les enfants, Ouais. etc. Si nous, on voyait passer une telle capsule à proximité de la Terre, on est incapable de la récupérer. On est incapable de la récupérer. Comment ça, on est incapable de... Parce qu'en fait, si tu vois, déjà, la taille d'une capsule, c'est extrêmement petit. Ça veut dire, il faut on n'arrive pas à voir toutes les météores qui arrivent sur Terre. On peut voir que les grosses. Quand les grosses, c'est à peu près la taille de l'Empire State Building. Hein. C'est celle qu'on arrive à détecter. Une sonde à peu près la taille de pionnière, elle fait à peu près dans les 4 mètres ou 4-5 mètres. Déjà, on la verrait pas avant qu'elle passe relativement proche. Le temps qu'on débloque les fonds, qu'on débatte de qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est là, est-ce qu'on reconnaîtrait que c'est un objet de fabrication? Parce que quelqu'un qui a jamais vu de sonde de sa vie, c'est pas sûr qu'il reconnaisse que c'est une sonde. C'est même pas sûr qu'on la reconnaisse. De plus, qu'on débloque même qu'on arrive à savoir que c'est une sonde, qu'on débloque les fonds, qu'on envoie une fusée qui arrive assez loin de la Terre, parce que la sonde ne va pas arriver directement sur nous, elle peut arriver près de l'orbite de Mars ou près de... On ne sait pas où est-ce qu'elle va arriver. Parce que nous, on peut voir loin, mais on ne peut pas aller loin. Ça, c'est vraiment chiant. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai un peu... Ouais, bon, bref, non, je vais partir sur une autre connerie. Alors, donc, vas-y. on pourrait la voir passer, la voir bien, incapable de la prendre. Ne serait-ce qu'elle soit près de Vénus, qui est pourtant la planète la plus proche de la nôtre. Alors déjà, rien que pour aller sur Mars, il nous faut 6 mois pour aller sur Mars. Sur Vénus, c'est à peu près aussi pareil, c'est quelque chose comme 6 mois. Le temps qu'on y arrive, elle est loin. Surtout qu'en plus... non. Tu vois, il faut même... À part ça, si elle arrive dans notre système solaire, c'est la... Ouais, non, c'est vrai. Dans ce processus d'évolution dont on parlait tout à l'heure de l'organisme au minéral, par rapport à l'intelligence, c'est aussi peut-être pour pouvoir mieux justement voyager dans l'univers, puisqu'on sait que le minéral dure plus longtemps que l'organisme. Alors tu penses qu'une vie pourrait se changer vers le minéral ? Pour pouvoir voyager ? Sincèrement ? Ce serait plus logique de se baser plutôt sur la mécanique, sur le fer, c'est minéral, hein, les métaux, etc. C'est des minéraux. D'accord. Ah non, moi j'en parlais comme ça alors. D'accord.
Oui, alors si tu veux, métallique. La vie minérale. Non, mais c'est beaucoup plus vaste comment tu en parles. Hein. Parce que c'est vrai que quand on dit mécanique, ça fait très terrestre, alors que minéral, ça fait beaucoup plus universel. Bah, en fait, si ça se peut, tu sais, moi, on parlait de voyageurs, mais si ça se peut, les météorites qu'on se rassoit sur la gueule, ça peut être en réalité des milliards et des milliards de messages envoyés. Et en réalité, ce serait con. on hein. n'arrive pas du tout à comprendre quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, déjà, le temps que ça nous arrive sur la gueule, littéralement, ça fait tchouf et c'est disparu. Alors bon, je veux dire, mais c'est possible qu'on remarque comme ça, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que, ok, notre Voyager, on l'a envoyé il y a quelques une dizaine d'années. Mais si une civilisation plus vieille l'a envoyé il y a des milliers d'années, des millions, voire des milliards d'années, tiens, ben, à quoi elle ressemblerait aujourd'hui ? Sincèrement, elle aurait plein de trous partout, etc. Elle ressemblerait plus à une météorite qu'à notre sonde voyageur. Pourquoi elle aurait plein de trous partout ? Parce que de toute façon, quand elle voyage, elle se ramasse des micro-lésions, des micro-trucs, etc. Donc, c'est clair qu'elle serait complètement pas du tout neuve, je veux dire. C'est vrai, non, c'est pas mal comment tu le... Quand on le recevrait, même si... Ce que je veux dire par là, c'est que même si on était capable de prendre la sonde, on saurait pas forcément que c'est une sonde. C'est ça aussi. On pourrait pas savoir que c'est une sonde, effectivement. Parce que, ouais, voilà, donc soit elle est trop abîmée, donc il y a des fonctions qui sont plus là, ou alors simplement elle est complètement hors de notre champ de perception. Dans le sens, oui, vas-y. Ouais. C'est toi, Octorius, qui m'avait dit qu'on envoyait encore dans l'espace des ondes radio. Oui, bah ça, et d'ailleurs, justement, il y a un film qui est super là-dessus, qui est le film Contact, avec Judith Foster. Ouais. Ce film, il est énorme. Ouais. Mais tu vois... Ce que j'adore, c'est juste à la fin du film. Bon, bref, je vais pas spoiler. Et à la fin du film... Non, mais bon, alors, gros spoil. Ce que j'aime bien, c'est à la fin du film, il y a tout le monde qui dénie son travail, etc. Mais tu t'aperçois qu'en fait, il y a quand même une fraction de seconde où elle a voyagé. Ouais. Non, c'est... Ouais, c'est oui, pas... parce que elle a réellement voyagé. Enfin, dans l'histoire... Dans le son, enfin, dans l'enregistrement sonore du truc, tu vois que pendant une seconde, ou même un peu moins qu'une seconde, il y a justement un problème sonore. Ouais. En fait, le truc, tu vois, c'est que, en fait, ce film est inspiré du programme SETI. C'est un immense programme c'est international, qui vise à envoyer et à recevoir des ondes radio venues de l'espace, et à essayer de trouver quelque chose qui soit de fabrication, qui ne soit pas un signal naturel. Il y en a eu une fois dans les années 70, qui s'appelait le signal WOW, parce que le physicien, je pense que c'est plutôt un informaticien, qui a reçu ce signal, a écrit WOW dans la page. Parce que apparemment on peut détecter un signal qui est artificiel et un signal qui ne l'est pas. Et là où je trouve que c'est un peu bullshitus maximus, c'est qu'on présuppose qu'une intelligence extraterrestre pourrait utiliser des signaux, des ondes radio comme signal. Alors j'avais entendu dans un documentaire une analogie qui illustrait parfaitement en quoi c'était bullshit. C'est un peu comme si on se disait, en Europe, est-ce qu'on est le seul pays dans le monde ? Alors pour savoir, étant donné qu'on est au début de la préhistoire, pour communiquer, on fait des signaux de fumée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout autour de nous, voir s'il y a d'autres signaux de fumée. Et s'il y a d'autres signaux de fumée, ça veut dire qu'il y a d'autres civilisations. C'est un moyen comme un autre pour essayer de trouver. C'est vrai qu'il est très, très, très réducteur. Et aussi, voilà. Je veux dire, oui, effectivement, mais peut-être que c'est un peu, pour l'instant, le seul moyen. Des extraterrestres qui ont une manière de communiquer, la manière du film Contact, c'est quand même... Je crois que... Je sais pas si c'est le seul film qui parle de ça. Parce que pour moi, quand j'entends ondes et films, enfin ondes qui viennent d'extraterrestres, en film, je vois que Contact. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, certainement qu'il y en a d'autres, mais moins connus, simplement. C'est peut-être pas des blockbusters américains, tu vois. Ouais, c'est possible. Japonais, je suis sûr que si on se penche sur le cinéma japonais, on peut retrouver des choses comme ça aussi. Ouais. Ou en Chine, enfin bref, voilà quoi. Alors c'est vrai que ce qui est assez marrant, puisque tu parles de Japon, c'est vrai que la notion d'extraterrestre dans les...
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans les mangas, c'est pas du tout la même que dans le cinéma occidental. Bien sûr, parce que chez eux, Alien, enfin les extraterrestres, c'est plutôt issu des monstres mythologiques de chez eux aussi. Où justement il y avait beaucoup de tentacules, enfin il y avait beaucoup de monstres venant de la mer, donc qui avaient des tentacules et tout ça, et puis ils ont un peu transposé à l'espace, parce qu'ils ont une vision aussi de l'univers plutôt comme aussi une sorte de forme d'océan astral, tu vois. Enfin, oui. C'est une autre vision, simplement, de la même chose. Non, c'est très Après, attention, je fais une généralité, mais c'est une généralité. Ça veut pas dire que c'est l'exacte vérité. Hein. Il y en a certains qui voient certainement les Japonais. Enfin, je veux dire, certainement, il y a autant de nombre de Japonais que de nombre de visions japonesques de l'univers. Japonesque. Mais c'est vrai que dans tous les... par exemple, il y a un film, un manga qui me vient à l'esprit où il y a une extraterrestre, La Mue, par exemple. La Mue. Comme par hasard. Non mais... En bikini, avec des machins. Non mais... C'est long cheveux. Elle est toujours un peu genre chaud lapin, enfin je veux dire. Ouais, non mais... Tu sais, les trucs érotiques pour enfants de l'époque. Non mais quand tu vois des petits... J'aime beaucoup ta référence. Des petits gris à La Mue, il y a un monde. Mais c'est un truc que j'ai remarqué dans l'animation japonaise. Déjà, les extraterrestres, soit ce sont, comme tu avais dit, des espèces de monstres venant comme s'ils venaient de la mer avec des tentacules, etc. Soit ils sont anthropomorphiques au possible. C'est-à-dire c'est des humains et souvent soit ils ont juste des petites cornes ou des petites oreilles mignonnes. Ou des queues. Enfin, ça va être juste un petit détail. Ou pas du tout, comme Goldorak. Alors, Je maintiens que Goldorak est un extraterrestre. Oui. Celui qui pilote Goldorak est un extraterrestre. Ah bon? Je crois que c'était un être humain. Non, c'est un extraterrestre. Et quoi qui vous fait dire ça? Parce que déjà, le titre s'appelle UFO Robot Gurandazai. Ok, d'accord. Ensuite. Et que le pilote... C'est le titre original, UFO, c'est pas le titre américain? Ah non, le titre américain c'est Goldorak, c'est aussi le même pour nous. Actarus, il vient de Euphor, qui est une planète lointaine. Ok. Et lui, il a tout d'un humain. Ah oui, mais lui, tu le vois. Bon, si tu regardes la plupart des dessins animés, c'est rare qu'il y ait vraiment des trucs... Ouais, mais c'est vrai que par exemple, les petits gris, ou les petits hommes verts, ça se retrouve pas du tout dans le... Non mais c'est vrai, On enchaîne, non, mais écoute, parle, bien, mais... D'autres formes d'extraterrestres, si on parle de séries, cinéma, etc., il y avait Alf. Ah Alf. Ah oui. Alf, ah oui, Alf. Ouais, Alf. Bon, il est anthropomorphique, mais c'est vrai. Bah, il est anthropomorphique, mais il a une gueule assez différente. C'est clair. Mais il est déjà plus poilu qu'un être humain, alors. Oui, alors ça, tu vois, déjà... En même temps, t'as Chewbacca, hein, il est inspiré directement de Chewbacca, lui. Alors, je sais pas s'il est inspiré de Chewbacca... Ou si c'est Chewbacca qui est inspiré de Alf, attention. Alors, ça m'étonnerait, parce que Alf est plus récent que Star Wars. C'est bien. Parce que Alf, c'est une série de 86 à 90, hein, de 1986 à 1990. Sale français. Ah oui, mais moi je comprends mieux. Mais c'est bien pour toi, tant mieux. Hein. Donc ouais, c'est vrai que Alf a ce côté qui est... C'est beaucoup plus rare de voir dans la culture populaire des extraterrestres poilus. En général, ils ont de la peau... Enfin, ils sont... Ouais, ils sont plus comme nous. C'est rare de voir des extraterrestres avec des traits animalistiques. Alors, je sais pas si toi, t'as d'autres exemples à part Alf. Dans Star Wars, t'as plein de races extraterrestres poilues. À part Chewbacca, il n'y en a pas des masses. Hein. Il n'y en a pas avec les Chewbacca. Non, mais de races extraterrestres, ça veut pas dire que ça peut pas être des animaux. Si tu regardes dans les animaux, bah, t'as plein d'animaux extraterrestres poilus. Oui, non, moi je parle d'extraterrestres intelligents. Ouais, d'accord. Non, bah, effectivement. Il y a Chewbacca, il y a... Les Ewoks. Ouais, les Ewoks, ils sont cons comme des truelles. Non, mais je suis désolé, j'aime pas les Ewoks. Oh, j'aime bien les Teen Ewoks. Oh putain. Oh, j'ai adoré leur film Ewok, d'ailleurs. Ah, j'ai pas vu. Oh.
Tu as vu ? En même temps, Oui. il est génial. Bien sûr. Je l'ai pas vu. Tiens, d'ailleurs, il y a un énorme géant poilu dans Dans Ewok. les- Oui, c'est vrai. D'accord. Non, t'as des représentations d'animaux de races intelligentes, extraterrestres, poilus. Dans les mangas aussi, je veux dire. Mais Aussi. par exemple. Mais il y a aussi il y a un extraterrestre connu qui est poilu, qui a plutôt les traits d'un animal, et qui est aussi dans le folklore ufologique. C'est le chupacabras. Ah, je croyais que t'allais dire Bigfoot, tiens. Ah. Ah. Ah bon, c'est un E.T. Hein, ouais, le Yeti. Le Yeti, qu'est-ce qui te fait dire que le Yeti serait un extraterrestre ? Pourquoi Chupacabra, ça serait un extraterrestre? Parce que alors j'ai aucune enfin, C'est la même chose, enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai aucune... parce que bêtement, ce que je vais te répondre, c'est que le chupacabras, il est orienté dans la culture, il est orienté dans la culture ufologique, ce que le Yeti n'est pas. Ah, tu peux encore... L'idée de race de singes ultra évoluée, comment dire, qui serait plus intelligent que nous, mais qui se cacherait, etc., qui aurait qui serait une descendance d'une race venue d'ailleurs, elle est là aussi, elle est présente aussi. Il y a des légendes d'ailleurs africaines sur des races, des singes, des gorilles, super ultra intelligents, etc., qui seraient venus en fait, enfin qui seraient venus d'ailleurs, non, ouais, peut-être que là, c'est la réinterprétation récente et européenne du mythe, c'est possible. C'est possible, parce que quand on fait un peu d'anachronisme, on tombe, comme je t'ai fait avec Pierrot. Hein. Ouais. Pierrot est un hybride. Quoi ? Mais ouais, en fait, je trouve que je voulais en revenir à Alf. Je trouve que le design de Alf, il est vraiment unique. C'est-à-dire que maintenant, quand par exemple le film Paul, c'est à chaque c'est un alien standard là qu'ils nous ont fait. il y a un standard alien. Il y a un standard, voilà. Mais pour les êtres humains. Bonjour, vous êtes alien? Oui. Mais vous correspondez pas aux aliens standards. Non, désolé, vous n'êtes pas répertorié en nous. Donc vous n'êtes pas un alien. Mais si, vous n'êtes pas gris. Oui, sinon, donc, on va voir de quelle race vous êtes. Ah, vous êtes apparenté au petit chimpanzé. Non, mais c'est ça. Sinon, à part celui-là qui est vraiment très différent, il y en a quand même énormément qui sont forme humain. Donc Mais on disait... anthropomorphé, parce que c'est un des problèmes de l'humanité, c'est que... Non, mais l'humain, moi de je l'être parle humain. carrément humain qui peut s'intégrer, genre dans Oui. Goldorak, dans Doctor Who, Mais c'est ce que je disais, c'est justement... dans Superman. Ah putain, Superman, ouais, c'est un extraterrestre. C'est justement ça, c'est ce que je disais, c'est un peu l'anthropomorphisme. Ça démontre bien des fois une limite que maintenant je trouve qu'on commence un peu à dépasser, mais une limite qui date quand même depuis pas mal de temps de l'être humain à s'imaginer une autre forme d'intelligence autre que lui-même. Bon, après, il y a aussi comme on parle de film, là, en ce moment, il y a aussi le problème de tournage. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de prendre un mec dans un costume que d'aller faire un truc avec des tentacules qui bougent de partout. En effet 3D maintenant, excuse-moi. Oui, non, c'est fait 3D maintenant, mais bon, tout le 20e siècle... Oui, alors oui, effectivement. Alien, ils ont fait des prouesses. Hein. Bon, voilà, Alien, il a déjà une gueule un peu plus... Bon, il est toujours anthropomorphique. Il est aussi, toujours... c'est vrai. Alien, mais Alien, c'est justifié en scénario. Oui. Parce que le porteur... Tu sais que l'alien prend un porteur pour pouvoir se multiplier, et qu'elle va prendre certaines caractéristiques du porteur. Donc en l'occurrence c'est les humains, donc c'est vrai que c'est normal qu'ils ressemblent un peu à l'humain. D'ailleurs, quand tu regardes comment t'appelles ça, ce qui vient avant Prometheus. Ouais, Prometheus. Quand tu regardes Prometheus, tu vois en fait pourquoi Alien se transforme en anthropomorphie, en une forme anthropomorphe sur l'ascendant des êtres humains, enfin l'ancêtre des êtres humains. Il parasite, c'est lui qui le parasite en fait. Et Oui, à c'est partir lui, de oui. là- Oui, Oui, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est dans l'histoire. Voilà, ça dépend des interprétations qu'on fait du film, etc. Mais pour moi, cette race extraterrestre,
par rapport à la trame scénaristique et à la trame historique de cet univers-là, c'est les ancêtres de l'être humain. Ouais, ça peut s'apparenter à ça. Ouais. Ou en tout cas, alors, j'ai pas compris, parce que, enfin, je sais pas, tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai pas vu et je le verrai pas. Donc, Ça aucun vaut la problème peine que tu le pour vois. parler. Non, franchement, ça Non, vaut il la est peine bien, que tu hein. le vois. Il est bien. Puis en plus, c'est pas forcément un film d'horreur, dit-il, avec un espèce de sourire sournois et narquois. Non, mais... Non, à part ça, sérieusement, c'est un film d'horreur, mais les scènes d'horreur, elles sont courtes à passer. Donc, puis ce qui est plus intéressant, c'est le développement de l'histoire que les scènes d'horreur, à proprement parler. Moi, j'ai pas spécialement aimé Prometheus parce que j'ai trouvé que les aliens... Enfin, parce que tu vois, en fait, des aliens à la fin, enfin, des aliens de aliens à la fin. Oui, à la fin. On t'aurait plutôt dit du fanservice, quoi. Je veux dire, ils sont absolument inutiles au scénario au possible. C'est juste qu'ils ont mis des œufs pour dire « regardez, c'est comme dans le film Alien ». Non, il l'explique bien. À la base, l'être humain et les aliens, c'est deux armes biologiques. Des armes biologiques. Ouais, d'après ce que j'ai compris dans le scénario, en fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre par rapport aux êtres humains, si les êtres humains c'était des armes biologiques ou si c'était en fait des descendants de ces races extraterrestres. Ou pas, j'ai pas compris. Moi je sais pas, alors peut-être que je suis passé complètement à côté parce que moi j'ai pas du tout vu la notion d'arme biologique. Et en fait, ils cultivaient ça pour pouvoir justement. Si j'ai bien compris, c'était un laboratoire où est-ce que ça se passe pour les virus. Après, ça dépend. Enfin, moi j'ai compris ça comme ça. Hein. J'ai envie de dire. Je dis ça, je dis rien. Hein. Écoute, si je le vois, je te dirai. Ok. Et je peux le prêter. C'est quoi ce grand sourire? C'est-à-dire que tu vas pas éviter. Pourtant, je suis déjà en train de me taper les Terminators. Ah ouais? Je vais dire au revoir. Alors, maintenant, nous allons avoir un petit changement. On va faire le Player 2. Dans le grand thème, un clou chasse l'autre. Voilà, donc El Gringo va nous quitter. Adieu, au revoir. C'était si bien. Pourquoi vous voulez plus de moi? Voilà. Je veux partir. El Gringo qui a été licencié. Non. Non, il va être payé, il va toucher son virement. Il va enfin être payé. Non, El Gringo, tout le monde sait que tu es impayable. Oh. Tu veux Et en direct, une grande salade de Cannes. Mais bordel. Et pas moi, c'est elle. Mais 2 secondes. Casse-toi. Mais je peux pas me Mais oui, mais je peux pas me lever si tu te le casses pas. bordel. Donc, Attends, on va changer. Allez, casse-toi. tu Non, veux. mais tu prends cette chaise et Non, tu si tu mets veux. cette chaise là-bas. Comme ça, je peux m'asseoir là-bas. Comme ça, j'emmerderai personne pour partir. Ok. Mais tu n'emmerdes personne de toute façon. T'es le bienvenu. Heureux d'être venu, encore mieux d'être parti. Derrière toi. Donc tout ça pour introduire notre nouveau participant. Pour parler de la culture champagne, la culture qui fait... Donc Duracell, présente-toi. Bonjour, ici MJ Duracell, DJ Duracell ou Duracell tout court, comme vous voulez. Je suis un proto-geek, c'est-à-dire geek avant que le terme ait été popularisé par la culture champagne. Et nous allons parler de différents thèmes qui nous tiennent à cœur. Et ici, aujourd'hui, on décide de parler des aliens dans la culture pop et, comme dirait ce cher Pierre Dac, et réciproquement. Et réciproquement. Alors, c'est une question qui m'avait turlupiné et j'avais déjà posé la question au turlupiné. Exactement, turlupiné. Oui. Et tarabusté. Tarabusté. C'était que lorsque l'on parle d'extraterrestres, de petits gris. Ouais. On pense à Roswell. Or, dans la guerre des mondes, qui pourtant date de 1898. Bonjour, je suis la guerre des mondes. Ça, c'est vieux, effectivement. George Orwell et Orson Welles. Pardon. Ni l'un, ni l'autre, bien au contraire. Herbert George Wells. Ouais. H.G. Wells les décrit comme étant gris.
Les martiens de la guerre des mondes sont gris. Est-ce que il peut y avoir un parallèle avec Roswell? Est-ce que Roswell, dans le cas où Roswell ne serait pas une manifestation réellement ufologique, est-ce que... Bullshitus Maximus. Est-ce que ça n'aurait pas été popularisé par H.G. Wells? Dans l'inconscient collectif, comme dirait le père Jung. Oui, c'est la question. Oui, alors, c'est une excellente question, je ne vous remercie pas de l'avoir posée, merci. Le problème, c'est que, déjà, on a un changement de paradigme. Au lieu des petits hommes verts, les petits hommes qui ont... comme ça, qui sont repris de culture populaire, de choses à faire peur. D'ailleurs, vert, couleur primale, comme bleu, comme rouge. Hein, on dit le diable vaut vert. Hein, on dit le diable est rouge, on a une peur bleue, ce genre de choses. Une couleur primaire. Non, c'est intéressant. Et là, on est passé de couleur primaire à une non-couleur. Le gris. Primaire, le vert. RGB? Ah, red, green, blue? Non, c'est pas. Non, c'est juste, c'est pas primaire. Mais par Non, contre, c'est c'est pas couleur de primaire. base, en gros. En tout cas, c'est pas violet et avec petit point jaune. Pour en revenir, les petits hommes verts en tant qu'extraterrestres datent de 1920 dans un livre d'Edgar Rice Burroughs. Celui qui a fait Tarzan. Qui a écrit Tarzan. Exactement, et qui s'appelait La Vierge de Mars, où on décrit des petits hommes verts avec 4 bras, qui ne sont pas des êtres, des extraterrestres intelligents, puisqu'ils vivent dans les ruines d'une civilisation anthropomorphique humaine sur Mars. Mais c'est ça qui a donné le mythe des Martiens verts, mais les premiers Martiens, les Martiens les plus connus, sont gris, et ça bien avant Roswell. Et c'est quand même curieux. D'ailleurs, Herbert George Wells, précurseur pour beaucoup de choses, y compris, on le verra, pour les soucoupes volantes. Effectivement. Les premières soucoupes volantes, normalement, le mythe des soucoupes volantes date de 1947, avec Kenneth Arnold, qui est un pilote privé, qui rapporte, en tout cas son témoignage, avoir vu 9 objets volants inhabituels près du mont Rainier, et qui va décrire aux journalistes qui se déplacent comme des soucoupes qu'on ferait ricocher sur l'eau. En fait, les objets sont plutôt sphériques, mais le journaliste va reprendre l'expression des soucoupes, des saucers, et qu'il va donner l'expression flying saucers. Donc je précise, les premières soucoupes volantes qu'avait vu Kenneth Arnold étaient rondes. C'est la façon dont il se déplaçait, il avait utilisé l'analogie des soucoupes. Et c'est ça qui a donné le mythe des soucoupes. Donc, les boîtes noires sont rouges et les soucoupes volantes sont sphériques. Merci, éteins ton ordi. Donc toi, Duracell, tu serais clairement de l'avis plutôt que c'est H.G. Wells qui a influencé Roswell, que Roswell qui a réellement créé ou inventé le concept des petits gris. Moi, Herbert George Wells, j'en ai bien peur que Orson Welles, lors de son émission extraordinaire et fameuse, sa reconstitution en pièce de théâtre radiophonique, montée comme une sorte de reportage, et pas mal de gens n'ont pas vu que c'était de la fiction, ont cru que leurs voisins n'allaient pas croire n'allaient pas voir que c'était de la fiction, a vraiment popularisé, a mis sur le devant de la scène ce magnifique récit que personne d'entre nous l'a lu complètement, de la guerre des mondes. Mais il faut savoir quand même que dans cette émission, quand même, on peut le dire pour cette fois-ci, un bullshitus maximus de penser que ça a créé la panique générale. En fait, ça n'a pas créé de panique, c'est plutôt les gens qui étaient inquiets pour leurs voisins. C'est Exact. J'avais lu ça quelque part, et d'ailleurs des reconstitutions un peu du genre d'événements extraterrestres portés sur le public
porté à la connaissance du public sous forme de faux reportages, a été repris il y a quelques années par la radio-télévision suisse romande dans son émission À cause de Spark. Et c'était quoi le concept ? Spark était une météorite et elle allait frapper la Terre et on a vu que cette météorite était habitée. Et puis en fait, à cause de Spark était juste un jeu de mots de l'expression à cause de Parsk. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Comment s'appelait cette émission ? À cause de Spark. À cause de Spark. Ça, intéressant. Très intéressant. Et la réaction des romans a été... A été positive. D'ailleurs, ça les a ouverts à observer avec un des animateurs via l'observatoire de Saint-Loup en Suisse. Les étoiles. Donc il n'y a pas eu de mouvement de panique. Non, il n'y a pas eu de mouvement de panique. Ça a été débobardé assez rapidement, heureusement. Dans le folklore de la culture populaire, on voit qu'il y a vraiment une tendance entre on va dire les extraterrestres dits réalistes, petits gris, petits verts, un peu poilus pour faire référence au Chupacabras, mais que c'est assez limité. Comment on pourrait expliquer le fait qu'il y ait une florilège de créatures réellement science-fiction et aussi peu de créatures dans les témoignages ? Très bonne question. Je pense que c'est parce que si on décrivait un extraterrestre qui a déjà été décrit par le biais de la science-fiction, on dirait, mais non, s'il te plaît, restons sérieux. Non, c'est de la science-fiction, ça. Mais pourtant, H.G. Wells, ils sont gris. Oui. Et pourtant, les Roswell, ils sont gris aussi. Oui, c'est peut-être bien le problème. Mais comme on a vu que ça avait pris, peut-être, les gris avaient pris, ou les petits hommes verts avaient pris, je reprendrai une formule de ce cher Patrick Lapp. Il est plus facile de changer de public que de gag, donc il est plus facile de changer de public cible que d'histoire à dormir debout. Mais bon, je suis un sceptique et tout le monde le sait. Moi, je me qualifierais plutôt d'antiseptique. Mercurochrome. Je ne cautionne pas. D'ailleurs, il n'y a plus de mercure dans le Merfen suisse. Ceci était la note geek de passage. Alors aussi, il y a quelque chose. Je voudrais mettre une anecdote de la pop culture qui est intéressante. C'est que donc Roswell a eu lieu en 1947, mais il n'a fallu que attendre 1977 pour avoir pour la première fois au cinéma des petits gris, tels qu'ils étaient décrits dans le crash de Roswell, c'est-à-dire petits avec une grosse tête, des yeux en amande, des petits bras. C'est le fameux Rencontre du troisième type de Spielberg, qui à la fin, bon, je vais plus dire que c'est du spoil parce que quand même c'est 1977, hein, tout le monde a eu le temps de le voir, donc si vous ne l'avez pas vu, passez en avance rapide sur l'émission. Jack meurt à cause du naufrage du Titanic, oui. C'était un spoil. mais à la fin, on voit les petits gris arriver. Et c'est la première fois dans le cinéma qu'on va voir les petits gris à la télé, au cinéma. La deuxième fois, en tout cas pas la deuxième fois au cinéma, mais la deuxième fois iconique, c'était une sorte de petit gris, mais brun. Ah, dans lequel E.T. Effectivement. Mais son corps a tout du petit gris. C'est vrai qu'il a des grands yeux, oui, effectivement. Alors, il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que dans le film Fire in the Sky, alors qui est un film des années 90, oui, des années 90. Pour les Français. Oui. Là, qui est basé sur un témoignage. Bon, après, on peut remettre en question ce témoignage. Un témoignage n'est pas une preuve, mais bon, moi, le sceptique, je la ferme la gueule. Dans Fire in the Sky, le personnage principal qui se fait abducter, c'est-à-dire qui se fait prendre par des extraterrestres, il va à un moment être amené à visiter le vaisseau.
et il va tomber sur des combinaisons extraterrestres qui sont grises. Et les extraterrestres eux-mêmes sont de la même couleur que E.T. Ils sont beige foncé. Ce qui était un parallèle qui faisait qu'en fait les extraterrestres sont beiges, sont jaunâtres en fait, et c'est leurs costumes, leurs combinaisons qui sont grises. C'est la première fois d'ailleurs que dans un film on a cette espèce de parallèle entre les petits gris sont pas vraiment gris. C'était intéressant. Oui. Quoi? Ils portent des habits? Alors justement ce que Des combinaisons. Justement, ce que tu dis, c'est vrai que pourquoi les extraterrestres sont toujours représentés à poil? Parce que c'est vrai que, à part si on considère qu'ils sont une combinaison, mais ils sont... Moi, dans Rencontre du troisième type, j'ai l'impression qu'ils sont à poil. Non, mais... Il a pas de vêtements. Ouais, on dirait pas qu'ils ont des vêtements. Ou alors, c'est du morphing, c'est des vêtements caméléoniques qui se fondent avec le décor, ce qui fait qu'on ne les voit pas. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse ad hoc, un biais que l'on étudiera plus tard. Non, les seuls extraterrestres habillés sont ceux qui nous ressemblent. Ah, Elvis? Je sais pas s'il y a vraiment des théories qui parlent de Elvis en tant qu'extraterrestre. Je sais que dans Man in Black, je crois qu'il l'avait évoqué, mais pour Man in Black est plutôt un film comique. Qui vient d'un comics. Ah, ça vient d'un comics, d'accord. Dans le cinéma, dans la culture populaire, on voit qu'il y a des grandes tendances de rapport avec les extraterrestres. On a les extraterrestres qui viennent indépendamment, c'est-à-dire genre E.T., genre Alf, qui vont avoir pour relation juste un personnage ou un groupe de personnages. Parfois, volontairement, parfois perdu. Ah oui, qu'il est perdu sur Terre, tu veux dire. Oui, il voulait aller ailleurs et BAM! Le crash sur Terre, par exemple, vous auriez pas vu Ma planète, un bouquin de science-fiction, ou The Thing, avec la grande soucoupe volante dans l'Antarctique. Oui, mais ça c'était autre chose que je voulais en parler parce que c'est un extraterrestre agressif. Mais perdu. Oui, mais agressif quand même. Ah, oui. Mais ensuite il y a l'armée d'invasion, c'est-à-dire genre Mars Attack, genre Independence Day, genre l'attaque des soucoupes volantes. Plan 9 from Outer Space. La guerre des mondes. Oui, oui, mais Plan 9 from Outer Space est un film iconique qu'il faudra aussi détailler en temps et lieu. Le fameux film d'Ed Wood, quand il lance des assiettes pour faire croire que c'est des soucoupes volantes. Oui, effectivement. Il y a ensuite les extraterrestres infiltrés. Alors ça, par contre, c'est ce qu'il y a le plus dans... Alors, je sais pas si je peux l'appeler culture populaire, mais en tout cas, culture conspirationniste sur Internet. C'est-à-dire le nombre de témoignages qu'il y a de tel journaliste, tel homme politique qui est un reptilien, les fameux reptiliens. Par exemple, reptilien, mais encore avant. Oui, les V, et puis encore avant, les envahisseurs. Les envahisseurs sont des reptiliens ? Non, mais ils sont infiltrés. Oui. Il y a aussi They Live, une invasion à Los Angeles de Carpenter, Oui. où ce sont des infiltrés. Mais dans la... Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas vraiment l'inconscient collectif, c'est plutôt de cette culture sur Internet qui est portée sur les reptiliens, les Illuminati, les... Non, mais tu sais, avant c'était très simple. Avant, c'était communisme, infiltration, taupe. Après, c'est simplement... Comment dire, maintenant, on a transposé sur l'extraterrestre. Mais c'est exactement le même thème. Quand on voit que le thème Europe de l'Est ne marche plus, on réécrit le scénario avec extraterrestre. C'est un scénario à 2 roubles. C'est un 2 roubles. Mais d'ailleurs, toi Kira, qui a vu la série V, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est tout simple, c'est juste que les extraterrestres sont infiltrés, mais comme ils sont reptiliens, ils ont une fausse peau humaine. Ouais. Et le seul moyen de les démasquer est en effet de déchirer cette peau humaine. Ah Pour ouais. révéler Ah oui, c'est gore. leur peau verte. Et ils sont infiltrés à des très hauts niveaux d'état. Est-ce que, parce que moi les seuls reptiliens que je connais, c'est ceux que je vois dans les théories conspirationnistes sur Internet, où on dit que des fois, genre par exemple, ils clignent des yeux avec une certaine façon, on dit ah tiens, c'est comme un serpent. Est-ce que ça c'est dans V aussi ? Alors, je n'ai pas vu la dernière série des années 2010.
Moi, celle que j'ai vue, c'est la première. Il y a un téléphone. Non, une alarme. Voilà. Alarme Ou à à l'invasion. Ou à cette époque-là, en tout cas, les effets spéciaux ne permettaient pas. De faire filmer. ça, ouais. Peut-être que dans la dernière série. Possible. Effectivement, ce serait d'ailleurs très intéressant parce que le nombre de fois où j'ai vu ça sur internet avec des gens qui disent ouais mais c'est vrai, ce serait assez intéressant parce que c'est vraiment la preuve que la culture populaire a vraiment influencé les témoignages. Je reprends accent Europe de l'Est pour faire parallèle entre V et vampire, n'est-ce pas? Parce que d'abord ils essayent de, comment dirais-je, vampiriser les ressources de la Terre. V, effectivement, ils se servent premièrement, ils essayent de vampiriser la Terre. Ils ont besoin d'hommes comme support, comme nourriture, ce genre de choses-là. Et surtout, parallèlement aux vampires, ils ne peuvent se trahir qu'avec des signes révélateurs. Par exemple, le vampire, on ne le voit pas dans un miroir. Le vampire, il n'entre pas avant d'être invité. Ce genre de trucs-là. Donc, il y a peut-être parallélisme entre V et vampire, n'est-ce pas? Très certainement. D'ailleurs, ils avaient besoin de quoi, les extraterrestres en V? Il y avait l'eau et puis les humains, c'est ça? Oui, les extraterrestres en V, si je me souviens bien, une scène qui m'avait traumatisée étant petite, c'était ce qu'ils mangeaient. Et notamment des souris. Oui, les souris. Ils mangeaient des souris. Ils mangeaient des souris. D'accord. Comme tout bon serpent qui se respecte. Oui, c'est des reptiliens. C'est d'ailleurs ceux qui les trahissaient souvent au niveau des humains. Ouais, parce qu'eux, ils mangent des souris vivantes. Oui, et Ah. donc ils se faisaient voir, en fait, comme ça. Ils se faisaient démasquer. Et citez-moi encore d'autres films avec des extraterrestres infiltrés, là, pour ouvrir. Il y a They Live, Invasion Los Angeles. Et ensuite Il y a Les Envahisseurs, Oui, mais c'est pas le plus célèbre. De loin pas. le plus célèbre. Le plus célèbre film avec des extraterrestres infiltrés. Qui vampirisent les humains. Clic, clac, clic, clac, clic, clac. Je vois pas. Matrix. Alors, dans le scénario... Attends. Ouais, alors, dans le scénario de Matrix, il y avait d'ailleurs une série qui était Animatrix, qui expliquait en fait ce qui se passait avant Matrix. Apparemment, c'est quelque chose de très humain. Oui, mais ça, Animatrix est paru après Matrix. Alors, c'est une préquelle postérieure. Oui. c'est une préquelle Donc, postérieure. on balance d'abord Matrix. Et moi, je me fie qu'à Matrix. Ok, donc qu'est-ce qui te permet de dire dans Matrix qu'il y a que je t'appelle des extraterrestres? Ben, c'est absolument pas le même, les mêmes trucs que nous, les mêmes. C'est absolument pas les mêmes. Ils ne viennent pas de Terre. Ils sont une autre apparence que les Terriens. Ah. Ils ne viennent pas ils ne viennent pas de la Terre. Parce que les machines ont des tentacules. Ils captent l'énergie de l'humain. Ouais. Et ils ne viennent manifestement pas de Terre. Et tu vois les vaisseaux, quand ils se déplacent, les vaisseaux dans Matrix, Ouais. c'est pas non plus des vaisseaux humains qu'ils ont. Oui, mais tu sais que dans Matrix, ça se passe en 2500, l'histoire de Matrix. Oui. Donc il est tout à fait Mais possible. pour repousser une invasion, les Terriens ont balancé une invasion extraterrestre. Les Terriens ont balancé des trucs qui ont obscurci le rayonnement solaire. Oui, Pour mais repousser une invasion extraterrestre, pour tuer les extraterrestres. Mais les extraterrestres sont quand même restés. alors, Les- dans Matrix, il dit les humains ont assombri le ciel parce que les machines utilisaient la lumière du soleil pour. Exactement. Et les machines extraterrestres. Mais qu'est-ce qui te fait, à part leur forme, qu'est-ce qui te fait penser que ce sont des... Ben, ils venaient clairement d'ailleurs que de la Terre. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça, à Ben, part leur ils forme? le disent dans le film. Ah, ils le disent dans le film. Alors, je l'ai vu plein de fois, je me souviens pas qu'ils disent ça. Bon, maintenant 5 minutes de coupure publicitaire. Bonjour, maintenant il n'y a pas de pandémie.
Ok. Mais je crois être relativement sûr de ce que je dis. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont une apparence qui n'est pas humaine, mais par contre, lorsque tu regardes de véritables machines, comme par exemple les machines-outils qui fabriquent les voitures, elles n'ont pas du tout une apparence humaine. Mais c'est toujours le problème avec Terminator. Hein. Oui, mais Terminator ont une apparence humaine parce qu'ils sont faits pour s'infiltrer, Terminator. Le Reste des machines n'ont pas du tout une apparence humaine. Ouais, c'est tout à fait comment dirais-je, la différence entre Robocop et EDV100. Tu veux dire 209 ? Ouais, exactement. Il y en a un qui est humain et puis l'autre qui est juste là pour... Il a plutôt il a une apparence de dinosaure ED209. C'est pour ça que j'adore. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a pas d'infos précises parce que en fait, c'est Morpheus qui apprend à Neo tout ce qui s'est passé, donc qui nous apprend à nous, le spectateur, ce qui s'est passé. Pas seulement Morpheus, il y a aussi l'agent Smith. Alors, l'agent Smith, non, parce que l'agent Smith, c'est un programme de la Matrix. Donc, lui, il n'a pas du tout de contact avec le monde réel. Lui, c'est oui, un mais il apprend programme. quand même au héros qu'est-ce que la matrice aussi. Je crois pas spécialement qu'il sache ce que c'est, hein, c'est juste un programme. Faudra hein. vraiment... Alors, Ouais. Par contre, Morpheus, c'est vrai que lui-même ne sait pas trop pourquoi. Alors, déjà, il sait pas trop pourquoi l'humanité a sombré le ciel. Il pense il dit vaguement parce que les machines, elles utilisaient la lumière du soleil, donc on a sombré le ciel. Mais il y a très peu d'infos lui-même, il sait pas trop pourquoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi pas ? Ce serait. est-ce que ça vient d'ailleurs ou est-ce que l'homme est assez intelligent machiavéliquement pour créer des instruments qui, semble-t-il, le libèrent, mais en fait l'asservissent ? Oh, ça c'est déjà le cas. Oui, on peut voir Matrix aussi d'un autre œil. Est-ce que c'est une sorte de révolte des machines comme Spartacus contre Rome ? Mais techniquement, c'est orienté. Enfin, en tout cas, dans Animatrix, c'est plutôt le cas. Mais Animatrix, c'est une préquelle, c'est une vue de plusieurs. Dont les auteurs des scripts ne sont pas les mêmes. Effectivement, c'est tout à fait réinterprétable et c'est vrai que pourquoi pas. C'est tout le problème avec un univers étendu, que ce soit Star Wars, que ce soit Star Trek Effectivement. ou que ce soit Matrix. Effectivement. C'était la parenthèse geek. Laissez un commentaire si vous le savez. Oui, effectivement. Mettez des likes. Mettez des likes. Il y a aussi dans l'infiltration, Invasion Los Angeles. Alors Invasion Los Angeles, je trouve que c'est un film que j'ai regardé. À la base, je pense pas que ce soit un film qui soit rigolo, mais moi c'est un film qui m'a fait mourir de rire parce que les acteurs principaux sont des catcheurs. À l'époque, Hulk Hogan tournait dans une série aussi. Ah mais c'est l'acteur. Oui, Hulk Hogan tournait dans une série. Andrew the Giant a tourné dans Princess Bride. Ouais. Donc c'était l'époque où les catcheurs étaient là. Les extraterrestres dans l'univers de Carpenter, dans Invasion Los Angeles, dans They Live, non seulement ils prennent tous les médias, ce sont des extraterrestres élitistes, ils essayent d'asservir l'humanité en les, entre guillemets, lobotomisant par les médias. Et en fait, le plot du film, c'est que le héros du film trouve des lunettes et arrive à voir le vrai visage des extraterrestres, parce que les extraterrestres émettent des ondes qui brouillent leur visage, donc tu les vois normalement, et grâce à ces lunettes qui sont fabriquées par une espèce de petits groupes de résistants, et va voir le monde tel qu'il est réellement. Et ce qui est marrant, c'est que dans beaucoup quand il regarde une publicité, par exemple, il va voir regarde la télé, marie-toi, obéis. C'est les messages qui sont des médias. Et d'ailleurs, petite anecdote, la marque Obey, qui est une marque de vêtements, vient de ce film. Excellent. Et on a le contraire. C'est-à-dire que dans le roman L'été indien d'une paire de lunettes de Van Vogt, que j'ai eu le plaisir de lire il y a longtemps, alors
En fait, c'est des extraterrestres qui sont venus museler un petit peu les hommes via des lunettes. Et c'est quand le protagoniste principal de l'histoire voit sa paire de lunettes brisée qu'il commence à penser autrement. Intéressant. Donc les lunettes pour révéler ou pour cacher les choses par rapport aux extraterrestres, entre autres. Oui, donc c'est vraiment l'opposé d'Invasion Los Angeles. Oui, Ah, c'est intéressant. l'été indien d'une paire de lunettes. Van Vogt. C'est quoi, c'est un livre américain? Oui, science-fiction. Van Vogt, d'ailleurs, très intéressant, la description de la faune extraterrestre dans justement son roman La faune de l'espace, où il décrit 3 races extraterrestres différentes, mais ça s'éloigne de notre thème, car ce n'est plus des rencontres du 3e type, mais une sorte de... que font des gens dans un vaisseau spatial une fois confrontés à des races extraterrestres différentes. Ça se rapproche plus du space opéra que Oui. voilà. Oui, ça. Un genre sur lequel on reviendra sans doute. Oui, on reviendra sans doute parce qu'il y a pas mal de films qui sont souvent des critiques politiques qui, que le sujet extraterrestre vient faire de la critique. De notre manière de vivre, il n'y a qu'à voir, par exemple, les problèmes ardus de gouvernement dans Battlestar Galactica, la série récente, par exemple. Il y a aussi le meilleur. Moi, ce que je trouve, c'est que le meilleur critique qui utilise le thème extraterrestre, c'est District 9. Pas forcément, Verhoeven aussi. Starship Trooper. Starship Trooper. Mais en même temps, moi, alors je sais pas si c'est moi qui suis passé à côté du thème, mais je vois pas où se trouve la critique. Alors déjà, tous les acteurs là-dedans sont beaux, super beaux, etc. Il n'y en a pas un mauvais, mais pas un. Et il a fait exprès de prendre vraiment des jeunes premiers, déjà, dans la direction artistique. D'accord. Ensuite... ça se passe super mal, et tout comme dans Robocop, il y a des critiques internes de la société. Verhoeven ne laisse pas passer l'occasion pour critiquer un petit peu les tenants et les aboutissants de la société américaine d'alors. Est-ce qu'elle est si différente de celle de maintenant? Ça sera un autre thème d'émission. Je suis plus là, moi. Moi, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir entre Starship Troopers et District 9. C'est pas, le District 9, c'est le racisme, la thématique, alors que Starship Troopers, c'est l'hypocrisie dans la culture américaine. Oui, parce que c'est à la base, c'est une des Mais frappes. je ne suis plus là. Oui, Je disparais. Oui, mais c'est des frappes préventives que font les humains sur les races d'arachnides. Ah, comme à Bagdad. Bad guy. Bon, moi, quand je l'ai vu, ce film, j'étais quand même assez jeune, je devais avoir 12 ou 13 ans. Donc, peut-être que je suis passé vraiment un peu à côté de la critique, parce que moi, j'ai plutôt vu des marines se défoncer des espèces d'araignées géantes. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est vrai qu'on peut se demander qui sont les plus terribles entre les arachnides et les humains. Puisque dans les deux cas, les humains sont aussi défoncent autant que les arachnides. Le tyran nous délivrera de Sparte, mais qui nous délivrera du tyran? Non, mais c'est... Par contre, tu vois, moi, pour en revenir à District 9, là où je disais que c'était un paroxysme de critique politique qui utilise le thème extraterrestre, c'est que le même scénario, avec les mêmes intrigues, pourrait parfaitement exister sans les extraterrestres. Tu remplaces les extraterrestres par n'importe quel peuple africain, le scénario est exactement le même. Sauf que... Sauf que quoi? Sauf que tu mets n'importe quoi là, tu peux encore faire des clichés de genre et tu te feras attaquer par n'importe quelle minorité ou majorité que tu places. Les extraterrestres, oui, c'est neutre, les extraterrestres, c'est du faire-valoir, donc c'est bien de mettre des extraterrestres plutôt que n'importe quoi d'autre. Oui, non, mais ce que je veux dire, oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le thème extraterrestre est vraiment un prétexte.
Non, c'est pas un prétexte, c'est un but pour que l'on puisse voir l'hypocrisie s'étaler sans biais. Sans biais absolu, parce que si on mettrait n'importe quelle minorité, il y aura des pros machins qui vont encenser le film. Enfin, ils ont eu ce qu'ils méritent. Enfin, chassons-les, l'immigration, c'est le mal. Alors que les extraterrestres, tout le monde est d'accord, ils ont rien à foutre sur Terre. Oui, en plus, c'est vrai qu'en plus, ils ont une sale gueule, en plus, dans District 9. Oui, parce que des extraterrestres beaux, à part Superman. Non, Superman n'est pas beau, il est juste humain. Il est juste humain. Non, il est extraterrestre, il est super fort, super beau. Non, et super intelligent. Il est anthropomorphique au possible. Non, il est super beau. Même pour... tu verras, il est toujours canon. Bon. Tu t'en vas réellement, là? Oui. Donc, Starship Troopers, un film à revoir, et je dirais même plus, à revoir, et merci. Il y a aussi Starship Troopers 2, je sais pas si tu l'as vu. Non. Ah, moi non plus. Donc, on peut en parler. Donc, voilà. Parlons d'un film que l'on n'a pas vu. Moi oui, mais je pars. Bah, avant que tu parles, est-ce que tu pourrais rendre ton départ utile en... Non. Va nous chercher Starship Troopers. Alors, j'ai appris récemment que, tu sais, le film Avatar de James Cameron... Que je n'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. De toute façon, James Cameron, il est très fort. Il arrive dans un film où il n'y a absolument rien à voir à mettre une scène de poursuite, une voiture et une fusillade. Dans Avatar? Dans Titanic. Sauf que la scène de voiture, c'était dans une voiture, ok, mais elle était à l'arrêt. Que la poursuite, c'était une poursuite à pied. Et que la fusillade, c'était avec un flag ridicule. Mais sinon, il a réussi. James Cameron, le roi de films d'action, même quand il se passe rien. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il avait déclaré dans une interview que le film Avatar était une critique de la guerre en Irak. Alors que tout le monde a vu plutôt un parallèle avec les Indiens et la colonisation américaine. Bon, peut-être qu'on est tous passés à côté, mais voilà. Moi, Avatar, bon, j'en profite puisque j'ai un micro. Non, ne dis pas. Je n'aime pas ce film. Je n'aime pas Avatar. Alors je vais... Pourquoi? Parce que ça part au détective vert, ça part des grands bleus. Non, Comme parce Luc que Besson. pour lui, c'est pas logique. Voilà. Parce que Mais déjà... depuis quand les extraterrestres, c'est logique? Non mais, attends, les humains... Alors déjà, ce que je comprends pas, c'est que comment les humains peuvent perdre contre un peuple qui se bat avec, avec des lances et des boucliers, alors qu'ils ont un armement qui pourrait exploser les États-Unis d'aujourd'hui. Ils sont faits en carbone. C'est ça qui fait qu'il y a tout leur avantage. Leur consistance même est beaucoup plus dure que n'importe quelle arme qu'on a. Non mais on peut dans la scène de bataille, n'importe quel flingue explose un avis. N'importe lequel flingue. Donc quand tu as des navis qui arrivent avec leurs petites branches et que nous on a des flingues qui tirent en rafale sur... Mais ils voulaient pas répéter le même ethnocide contre les Indiens. Bah, justement, si, c'est ce qu'ils voulaient. Bah apparemment pas. Bah, c'est apparemment parce qu'ils sont stupides. Ils pourraient utiliser des armes chimiques, ça serait comme ça ils auraient pu prendre la Terre sans avoir. James, si tu nous écoutes, tu peux nous répondre. Non mais je sais que là je fais la pute mais monumentale, mais c'est vrai que ça aurait été plus efficace. Non. Un bon gaz sarin et hop là les navis, hop. 14-18. Mais c'était pas le but du film. Oui, je sais, c'est pas le but du film puisque c'est la nature et puis oiseaux qui gagne à la fin. Mais moi j'aime pas. Octorius, le roi de la solution finale. Ça, ce sera coupé au montage. Non, gaz sarin, t'as dit gaz sarin. Non, j'ai pas dit le zyklon. Non, t'as dit sarin, gaz sarin, c'est la même chose, désolé. Ah, ça sent un peu une petite odeur de four ici. Les petits fours, ils sont tout chauds. Salut. Mais donc voilà, Avatar, c'est vrai que c'est un des rares films par contre où on a l'effet inverse. C'est-à-dire c'est les humains qui sont les envahisseurs. Starship Trooper. Starship Trooper Humain, envahisseur. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est des Bah, insectes. là aussi, attention, si une planète était intéressante, on dirait que c'est préventif après coup. Ah non, là c'était clairement pour aller chercher du minerai. Oui, préventif, comme en Afghanistan. Plus grand gisement de lithium du monde. Ah ouais. Ouais, apparemment, ouais. C'est un matériel stratégique super important. Et en plus, il y a une frontière avec la Chine.
Oui. Donc, Afghanistan, super important. Normal. Hop. Des, Des triches. Oh, préventif. des films où on a les humains qui sont les envahisseurs. Alors, il y a eu deux films d'animation qui sont plutôt orientés pour les enfants. Tu as Battle for Terra et Planet 51. Planet 51, c'est vraiment une... Tu l'as vu ? Ouais, moi, j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, en fait, c'est des... C'est un film pour enfants. Ah oui, c'est vraiment un film pour enfants. Ah oui, c'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants, c'est fait un film pour enfants, et puis quand il y a les chroniques de Narnia, il y a tout le monde qui dit « Oh, c'est super !» C'est pour enfants, à la base. Oui, non, mais ce que je voulais Le dire, Grinch, même à la chose. base, c'est de dire... C'est un livre à la base. Oui. Les Dr. Zeus. Planète 51, c'est vraiment des extraterrestres qui vivent comme les Américains dans les années 50, avec tous les clichés du genre, et puis t'as l'humain qui est un astronaute normal. Bon, le film, pour moi, il n'est pas très intéressant. En revanche, Parce que tu l'as pas compris. En Oh, revanche, bon. Battle for Terra, qui est aussi un film pour enfants, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant parce qu'il justifie pourquoi les humains sont obligés d'aller sur d'autres planètes. En fait, ce qui s'est passé dans l'histoire de Battle for Terra, les humains ont colonisé et terraformé Mars et Vénus. Le problème, c'est que ces deux planètes sont des colonies de la Terre. Et à un moment, elles ont voulu se décoloniser, de dire nous sommes des planètes indépendantes de la Terre, nous voulons notre indépendance. Ouais. Et la Terre a dit allez vous faire foutre, on vous attaque. Et au final, ils ont explosé les trois planètes. Intéressant. Avatar. En fait, on parlait d'Avatar, mais on parlait des extraterrestres infiltrés sur Terre. Mais là, c'est le contraire. C'est vrai qu'on infiltre. On infiltre. Et en plus, on infiltre en prenant leur apparence. Exactement. C'est de l'infiltration, comme dans les envahisseurs. C'est de l'infiltration et c'est aussi de l'invasion. On a vraiment les deux. Oui. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais pour en revenir à Battle for Terra, donc les humains, une fois qu'ils ont... Ils ont fait ce qu'on appelle un MAD, un Mutual Assault Destruction. C'était le terme de la guerre froide. Quand tu as deux armées qui sont trop avancées technologiquement, si elles font la guerre, aucun des deux camps ne gagne. C'est ce qui s'est passé pour la guerre de décolonisation de Mars et de Vénus. Et finalement, les humains errent dans l'espace à la recherche d'une autre planète pour envahir. Et ils tombent sur une petite race extraterrestre toute mignonne qui défonce la gueule. Mais le truc, c'est que cette race extraterrestre toute mignonne a été, dans un passé lointain, une race belliqueuse et conquérante. Et tout leur arsenal militaire se trouve dans leur sous-sol. Et ils redécouvrent pendant leur invasion qu'en fait ils étaient eux aussi des conquérants. Ils vont prendre leurs anciennes et ils vont essayer de se battre contre les humains. Et je sais plus qui c'est qui gagne à la fin. Ouais, mais si j'aime ce film, c'est que C'est qu'ils ont utilisé le gaz sarin. Tu l'as sur ton ordi ? Oui. Non, je veux dire, non, en film. Ah, en film ? Non, mais je peux voir le... Je vais le télécharger, c'est bon. C'est Battle for Terra, tu dis ? Ouais, Battle for Nous Terra. coupons son montage. J'irai le pirater. Tipiak. Pirate. Et bien sûr, je dis mon nom, El Gringo. H1G2. Ouais, c'est pas- Non, en fait, dans Avatar, s'ils gagnent, c'est parce qu'ils envoient une quantité d'animaux, donc ils ne sont pas les avatars. Non, les avatars, ce sont les humains, les extraterrestres contrôlés par Ok, les humains. mais si la race autochtone Gagne, gagne, oui, c'est- c'est à cause des animaux qui, eux, ne se font pas exploser par des bastos. Alors, Le titanosaure blâme, titanosaure reste. oui, alors, oui et non. En fait, Dinosaure dit non, pas content. oui et non. Say C'est- no to the balls. Dans Avatar, la planète entière est vivante et a sa propre conscience. C'est une reprise de l'hypothèse Gaïa Gaïa. sur Terre. Exactement. En fait, c'est la planète entière qui se défend contre les humains. Donc, on a plusieurs tropes de science-fiction. On a les infiltrés, on a la guerre, on a le clonage et on a Gaïa. Rappelez-moi, c'était quoi la thématique déjà au départ ? Critique de film, Alien ? Ben oui, mais c'est ce qu'on fait Ah, là. oui, culture pop, oui, c'est ça. La culture champagne, la culture... Enfin bref, moi je dis ça, je m'en vais. Salut Et puis Ciao. après, on va regarder dans d'autres choses que les films et la littérature, parce qu'il y a d'autres supports de culture que ça. Oui. Par exemple, jeu de plateau, que ce soit Rencontre Cosmique et Awful Green Things That Come From Outer Space. De quoi tu peux répéter? The Awful Green Things That Come From Outer Space.
Ce qui est. Les petites choses vertes affreuses qui viennent d'outre-espace. Non mais C'est un jeu de plateau où tu es dans un vaisseau, et t'as les extraterrestres qui débarquent et tu dois les déguiller avec des armes dont tu ne sais pas si elles font des dégâts ou non avant de les tester sur les aliens. Ce qui peut c'est pas mal. C'est vrai que dans les jeux de rôle, dans les jeux de plateau et dans les jeux vidéo, il y a tout un univers. Mais d'abord, je voudrais quand même finir sur les films, livres et séries. Il y a aussi musique. Parce qu'il y a Aussi musique. Il y a oui. aussi musique. Il y a même un genre qui s'appelle la space music. Effectivement. Donc, Dans les films, puisqu'on parlait d'invasion, les films d'invasion, mais il y en a pléthore. Surtout dans les années 50, avec l'invasion des soucoupes volantes. plus de films d'invasion, plus de films d'infiltrés. Ça serait bien de voir s'il y a... parce que c'est la grande peur aussi, c'était... Le communisme. c'était les taupes, les agents infiltrés. Oui. Non, mais dans les films d'invasion, il y en a un qui est souvent qui est resté parce qu'il est assez spectaculaire, même si le scénario était un peu étrange. C'est Independence Day. Le plus célèbre étant Plan 9 from Outer Space, mais... Célèbre, non. Si. Alors, Plan 9 from Outer Space, il est de quand ? Il est des années 60-70 et il est fait par Ed Wood, l'homme qui lance des assiettes pour faire des soucoupes volantes. D'accord. Et quelle est l'histoire ? C'est des extraterrestres qui attaquent la Terre. C'est un film d'invasion. Non, mais pas... Mais je reviens en fait. Bonjour, vous connaissez l'Australien qui s'est acheté un boomerang neuf, il est devenu fou furieux en voulant se débarrasser de l'ancien. Quoi ? Non, tu pourras faire tu peux nous faire partager de ta science à certaines occasions. Parce que Bien sûr, je viens de troller volontiers. oui, nous avons l'homme qui partait et qui n'est toujours pas parti. Il refuse son licenciement. Je reste. Je reviendrai. Je suis revenu. Oui. I am back. Ne partez pas sans moi. Non mais Moi, il est dans parvenu avec une voiture. heureusement, on est au 4e étage. Dans le film Independence Day, il y a un parallèle mais énorme avec la guerre des mondes. Alors, bon, je vais spoiler la fin du film, donc n'écoutez pas si vous l'avez pas vu. Il y a un générique à la fin. Fin du spoil. C'est que les aliens dans Independence Day se font tuer par un virus, mais pas un virus humain comme dans la guerre des mondes. C'est un virus informatique, ce qui est quand même assez rigolo pour n'importe quelle personne qui s'y connaît un petit peu à l'informatique. Pourquoi est-ce que les extraterrestres tourneraient sur Windows? Voilà, c'est ça. Nul. Non mais, Non, c'était pas nul, mais c'était pas... non mais c'est déjà si tu voulais faire passer un virus informatique d'un ordinateur à un Minitel, ce serait déjà ardu. Mais passer un virus informatique à une technologie extraterrestre, surtout que le mec On va dire que c'est audacieux. très audacieux. Et ne pas oublier, regardez bien la scène où le virus se upload dans l'ordinateur de l'eau. Le chronomètre est on ne peut plus fantaisiste. Ah oui, d'accord. Parce qu'il il va en arrière, il va en avant. Ah oui, c'est le chronomètre. Je sais pas moi, c'était qui avait uploadé ce virus? Doctor Who? Non, c'était... Non, c'est c'est comme il s'appelle, Jeff Goldblum, qui d'ailleurs joue le rôle d'un employé du câble, donc pas spécialement un as du... Bonjour, je suis l'employé chez Darty. Non mais c'est ça, c'est l'employé chez Darty standard qui va envoyer un virus à une civilisation extraterrestre. Ça va. Ah non mais... C'est son quart d'heure de célébrité. Non mais ce film a... Mais il a de bons côtés parce que, en tout cas moi, c'est comme ça que je verrais une vraie invasion extraterrestre, c'est-à-dire que t'as des soucoupes qui se basent sur les grandes villes, qui explosent, et ensuite qui chassent les survivants à coups de petits vaisseaux. Moi, c'est vrai que c'est un peu l'imagerie que j'aurais d'une invasion extraterrestre. Mm. Il y en a un autre film qui, moi, m'a laissé perplexe.
tout simplement parce qu'il n'y a pas spécialement d'infos, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. C'est Science. Dans Science, les extraterrestres, à aucun moment, on sait vraiment pourquoi ils sont là. Parce que, bon, ils font des signes, ils semblent vouloir communiquer avec les humains, enfin en tout cas, ils semblent. À la fin, il y a une espèce de combat entre... ils semblent belliqueux, puisque à la fin, on voit clairement l'extraterrestre qui semble se battre, ou en tout cas, peut-être qu'il semble perdu, je sais pas. Monsieur, vous êtes perdu, je peux vous aider? Non mais c'est un peu ça, et à aucun moment on sait qu'est-ce que font ces extraterrestres, pourquoi ils font autant de problèmes, pourquoi ils restent aussi longtemps, parce que ils restent assez longtemps pour brouiller toutes les chaînes, pour que... la scène se passe pendant longtemps, et puis d'un coup ils repartent. Ce serait Ils nous ont fait le coup de la panne. Ils ont fait le coup de la panne. Et pendant qu'on y est, on fait chez le plus possible, et puis après, on se casse, tu sais, C'est pour ça, on n'avait pas compris que c'était des trollers. alors, on croit que c'est une race extraterrestre intelligente, et ils se sont comportés comme des party crashers de la pire espèce. Non mais, toi Duracell, tu l'as vu le film? Non, mais c'est des party crashers. Non, mais c'est des party crashers, quoi. Tu sais, tu vois, on emmerde. Bon, c'est bon. La vaisselle est réparée, on va. Ah oui, s'il le faut, c'est des espèces de trolls de l'espace qui vont... Non mais c'est vrai. On a vu la lumière, on est entré. Vous auriez quelque chose à boire? Toi, pousse-toi, t'es devant le frigo. Non mais c'est peut-être un petit peu ça. Surtout que ce qui est assez marrant, c'est qu'apparemment ces extraterrestres sont sensibles à l'eau. C'est-à-dire qu'à un moment tu as... Nabila? Pourquoi? À l'eau, quoi. Ah, non, ce n'est pas un gag éculé. À un moment, il y a un verre d'eau qui tombe sur un extraterrestre et ça semble être comme de l'acide sur lui. Alors, ce qui est assez con, c'est qu'envahir une planète qui est recouvert à 70% de ce qui pourrait être d'acide, ce serait un peu con. Fail conception. Voilà. Non mais tu sais qu'en plus la Terre est radioactive, donc tout va bien. Radioactive, acide... Ah, il a total, quoi. Ouais. Mais on est des purs warriors de manière innée. De manière innée. Non mais c'est Igné, tu veux dire. Mais ouais, c'était un film que je trouvais étrange dans le sens où bon, après c'est peut-être ça qui fait le charme du film, c'est justement qu'on n'a pas d'infos. Mais c'est vrai que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que font les extraterrestres dans... Qu'est-ce qu'ils foutent Mais tu sais, c'est comme la plupart des super-héros, ils ont tous une faiblesse à quelque chose. Par exemple, Superman à la kryptonite, peut-être d'autres races, enfin d'autres super-héros à, je ne sais pas moi, le son, l'homme qui venait de l'Atlantide, il était faible aussi à un certain truc. Peut-être qu'on aura un super-héros qui n'arrive absolument pas à écouter du Alain Souchon. C'est ça, il y a toujours des faiblesses bizarres chez des races ou des super-héros. Et puis quand on voit que les super-héros et les races, parfois c'est la même chose, voire Superman. À part ça, moi, ce que je trouve toujours bizarre dans ces histoires-là, c'est qu'en fin de compte, ces races civilisées qui viennent envahir, elles sont censées avoir déjà franchi le cap de la maîtrise génétique, enfin logiquement. C'est-à-dire Pour pouvoir voyager aussi longtemps, tout en étant biologiquement, enfin en restant avec un corps biologique, ils doivent maîtriser la stase et toutes ces conneries-là, et ça c'est une connaissance génétique. Donc être infecté par une bactérie comme ça, puis crever stupidement comme ça, alors enfin je veux dire... Voilà. C'est complètement con. Surtout qu'en plus, l'extraterrestre dans Science n'a clairement pas de combinaison. Ça se voit. L'extraterrestre, il est complètement à poil. Parce que quand il y a l'eau qui tombe dessus, tu vois clairement que c'est sa peau. Je sais pas, c'est une race stupide. Alors laissez un commentaire hein, si vous savez pourquoi les extraterrestres de Science viennent sur Terre. Ou si vous avez compris le chronomètre d'Independence Day. Voilà, aussi.
Il y a plein de... Donc, apparemment, Plan 9 from Outer Space est un genre de film intéressant parce qu'il il mêle plusieurs poncifs de films d'horreur ou d'action. Alors, premièrement, bon, il est sur des 13 débarques. Non, plutôt. Ensuite, t'as l'armée nécessairement qui répondent, mais ils répondent mal parce que en fait, c'est les extraterrestres sont inquiets que les humains aient l'arme atomique. Et ils disent, mais arrêtez cette folie. Alors ça me fait penser à un film qui est extrêmement connu, c'est Le jour où la Terre s'arrêta. Oui, qui a été fait 2 fois. Qui a été fait 2 fois, mais pas dans le même sens. Alors, ça c'est Alors, un... Attends, une minute. Donc, les extraterrestres débarquent parce qu'ils disent, vous avez l'arme atomique, c'est le mal, arrêtez-moi cette folie, arrêtez-nous cette folie. Les gouvernements, ils sont cons quoi. Et puis ils les envoient bouler. Et ensuite, ils demandent, les autorités américaines demandent à l'armée de tirer sur les soucoupes. Et les extraterrestres, pour se venger, ils appliquent le plan 9. Ah, le plan 9 qui est le plan de quoi, d'éradication? De ressusciter les morts. Donc, c'est un film d'extraterrestres zombies. Ah, c'est un... Donc, 2 films, deux notions de films, extraterrestres et zombies, qui sont dans le même film. Dans les extraterrestres qui s'occupent des morts, tu as aussi l'invasion des profanateurs de sépultures Oui. en 1955, qui est aussi dans ce thème-là. Donc, nous sommes venus en paix. Bon, on réveille les morts. C'est énorme ça. C'est Ed Wood. C'est Plan énorme. 9 from Outer Space. Ça aurait pu être du Michael Bay. Non, il y avait... Non. Michael Bay avait plus d'effets spéciaux et ils étaient plus réussis. Oui, on est encore en train d'entendre la déflagration à la fin du film. En sortant du film. On s'entend du film. Et d'ailleurs, quand le dernier spectateur sort de la salle du cinéma, le cinéma s'écroule. Et prend feu. Il explose. Voilà, encore. Radioactif avec de l'acide. Oui. Dans le film le jour où la Terre s'arrêta, justement les 2 versions sont intéressantes parce que la version des années 50 parle justement de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que les extraterrestres viennent sur Terre en disant l'arme nucléaire c'est pas bien, il faut que vous arrêtiez parce que si vous faites une guerre nucléaire, eh ben, tout le monde va mourir et nous on est là pour protéger la Terre, pas spécialement vous, la Terre. Et dans le film de 2008, en fait, c'est plutôt sur écologique. C'est plutôt le réchauffement climatique. C'est-à-dire, vous arrêtez de polluer, voilà. Et c'est vrai que c'est deux thématiques qui sont très liées à l'époque où, à l'époque des années 50, c'était la menace, c'était la guerre froide. Dans la thématique maintenant, enfin, en tout cas, les années 2000, c'est plutôt l'écologie. Donc c'est ce qui est assez intéressant. Mais je crois pas que ouais, c'est vrai que Le jour où la Terre s'arrêta, ça peut être aussi considéré comme un film d'invasion, puisque quand les humains à chaque fois ils disent non pour les extraterrestres envahissent. Toi ta gueule. Toi ta gueule l'alien. T'as le fameux film Mars Attack, qui est un peu une parodie des films des années 50. Totalement. C'est clairement une parodie. C'est clairement une parodie, musique au thérémine. Oui. Et puis avec des grands noms de petites séries. Hein, et, tu vois Christina Applegate qui avait joué dans Love and Marriage. Oui. Et alors ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est que la technologie des aliens dans Mars Attack est une technologie de cartoon. Et ça, Mais clairement. Ouais. C'est voulu. Ah oui, non, mais je sais que c'est voulu, mais c'est intéressant comme technologie. Il y avait aussi le film de 2011 qui était Battle Los Angeles. Bon, qui est vraiment... C'est plus un first-person shooter qu'un film. C'est vraiment l'invasion bête et méchante d'extraterrestres qui sont pas vraiment plus évolués que les humains, sont un peu plus,
Genre, ils ont peut-être 150, 200 en avance, mais pas plus. Je trouve ça intéressant. Et nous avons donc dans la série magnifique, la 4e dimension, Oh, excellent. l'épisode de 97. Ah oui, la cuisine. Non, pas la cuisine, pire. Bien pire. Il y a... Alors, n'oubliez pas, les extraterrestres, ils sont nuls pour piloter leurs soucoupes volantes. Ils sont vraiment nuls. Le nombre de crashs de soucoupes volantes répertoriés dans les films, je veux dire, même Schumacher, qui est en réanimation peut-être, n'en a pas fait autant dans toute sa carrière de Formule 1, de Formule 2, de Formule 3, de karting. Oui. Donc, nous avons un vaisseau extraterrestre qui se crache. Oui. Évidemment, ça tue quelqu'un. Et l'extraterrestre, il est blessé par un autre humain, un autre policier. Bon, déjà, il a tué un policier quand il atterrit, ce qui aux États-Unis n'est jamais très bon signe. Si tu tues volontairement un policier, c'est la chaise. Donc, ok. Alors, il arrive au bar du village, il s'évanouit, évidemment. Et le docteur sympathique, il faut toujours un docteur sympathique pour lui extraire 2 balles dans le buffet. Au l'extraterrestre ou au policier? Extraterrestre. Parce que l'extraterrestre, c'est anthropomorphique. Oui. Oui. L'extraterrestre, Monsieur Williams, devient copain avec Pedro et bref, il essaye de fuir dans son vaisseau, mais les soldats et les villageois le resserrent. Il essaye d'expliquer qu'il est venu en paix et que le fait qu'il y a l'officier de police mort, c'était un accident. Les gars, c'était un accident, pas la chaise. Non, pas la chaise, pas moi. Non, pas moi. Il voulait donner un cadeau au docteur. Il demande à Pedro de le donner, le cadeau. Mais évidemment, on ne le croit pas. C'est un extraterrestre. Il vient d'ailleurs. Il a tué un policier. Le cadeau, non, jamais. C'est de la magie noire. Et il essaye de retrouver un garçon avec qui il avait sympathisé en début d'épisode. On le crible de balles. Logique. Et on fout tout. Et puis on fout le cadeau au feu parce qu'évidemment, c'est mal le cadeau. Et il y a quelqu'un qui a réussi à déchiffrer la partie non brûlée. Du cadeau? Oui. Et c'était quoi? Un remède contre le cancer. Typiquement Rod Serling. C'est vrai qu'un cadeau venu d'une race extraterrestre avancée pourrait être quelque chose comme ça. Ou autre. Ouais. Ce qui veut dire que... Un cadeau. Oui. Pas un cadeau empoisonné. Mais un vrai cadeau. Un cadeau. Mais évidemment, Mmh. la Terre n'est pas prête pour ce genre d'événement. C'est vrai que quelqu'un qui rechercherait contre le cancer pourrait être... Un extraterrestre qui vient en paix. Une race extraterrestre. Qu'est-ce que tu insinues par là? La grande théorie des conspirations sur certaines firmes qui... Non, je n'ai rien dit. Oh, il y en a beaucoup. On n'a plus après, on a encore plus beaucoup de temps parce qu'après, moi je vais devoir partir. Oh oui. Pourquoi oui? Pourquoi tu te réjouis que je parte? Parce que moi je vais rester. Chouette, un appartement pour moi. Chic. Non, parce que je sais que tu me laisserais pas le faire dans ton appart. Si, mais je t'aurais enfermé dans l'appart et appelé déjà la police. Là, je te crois parce que c'est tout à fait toi. Hey. Octorius et moi, des ennemis intimes. Des ennemis intimes. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme... Oh, il y avait un film que j'aimais bien, qui était sorti il y a pas très longtemps, je crois que c'est 2010-2011. C'est le film Paul. Tu sais, avec ceux qui ont fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ah oui, et puis... c'est pas Good Morning England, ça c'est le titre français qui est con comme un bateau. Mais ils avaient fait... c'est The Boat That Rocks. The Boat That Rocks. Oui. Ouais. Oui, et qui est un très bon film sur les radios pirates des années 60 et 70. Oui. Ah, c'est eux qui l'ont fait, mais il est Oui. assez récent. Hein, Et il est génial en plus comme film. Ouais.
Donc c'est... Évidemment, la bande-son est à décoiffer. ouais. C'est donc Simon Pegg et Nick Frost. Oui. Voilà, c'est eux. C'est la trilogie Cornetto. Comment Parce que c'est la trilogie Cornetto, car chaque fois c'est des glaces au parfum différent, mais c'est toujours des Cornetto. Oh, mais ça, c'est dans Hot Fuzz, ça. Oui, mais aussi dans The Boat That Rocks, aussi. Ah oui. Ça, c'est la trilogie Cornetto. D'accord. Là où je trouvais que le film était vraiment pas mal, c'est que il intègre complètement la culture pop geek avec les extraterrestres. C'est-à-dire, en fait, dans l'histoire, c'est deux geeks anglais qui vont au Comic-Con américain. Et pour se faire plaisir, ils se font un road trip dans un camping-car pour arriver jusqu'à la Black Mailbox, qui est le lieu supposé du crash de Roswell, et tombent nez à nez avec un extraterrestre qui est là depuis 1947, qui a l'habitude des humains, qui a appris l'anglais, qui est tout à fait courtois parce qu'il est là depuis très, très longtemps, et il en profite de ces deux geeks pour s'échapper de la zone 51, et bien sûr le gouvernement américain va essayer de les retrouver, et il y a toute cette... Un extraterrestre, mais c'est un cosplayer, les gars. non, mais enfin, Paul, il pourrait pas être un cosplayer. C'est à la base, il est fait en synthèse. C'est un petit gris. Il a tous les clichés. On va avoir tous les clichés de la culture ufologique et de la culture geek qui vont être rassemblés dans ce film. Je trouve que le film est vraiment rigolo, est vraiment marrant. Ils sont pris aussi en chasse par des rednecks créationnistes qui veulent tuer Paul parce que Paul est une aberration, puisque justement ce n'est pas une créature de Dieu. Je trouve ça, mais c'est vraiment... L'alouette. Ah non, mais ce film est vraiment excellent. Alors, pour essayer d'aller sur d'autres terrains, bon, évidemment, la science-fiction est plein de ce genre de choses, mais il y a encore d'autres terrains. J'avais mentionné les jeux. Par exemple, Green Things That Come From Outer Space. Il y a aussi le jeu absolument génial, mais c'est un peu plus space opéra que Alien. C'est Rencontre Cosmic Encounter, où chacun joue une race extraterrestre qui tord les règles du jeu à sa manière. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui donne une longévité exceptionnelle à un jeu de plateau, parce que c'est jamais les 6 mêmes pouvoirs qui s'affrontent sur les 200 qu'il y a dans la boîte, 150-200. Et puis aussi, par exemple, en musique, on a peut-être un phénomène qui s'appelait la space music. Mais est-ce que ça, c'est de l'alien ou on ne sait pas. Alors, je ne sais pas quand il va couper, le monsieur. Non, je vais pas couper, je vais couper d'ici 15 minutes. Ok, donc on a Space, on a aussi quelques signes de rencontres du premier, deuxième, troisième type, quatrième type dans la musique. Par exemple, Parliament dans son album Mothership Encounter. Tout un programme, les gars. Tout un programme spatial, les gars. Il y a aussi un film que tu m'avais montré récemment, avec une toute nouvelle approche de l'extraterrestre. Ben, déjà, quand on prend comme scénariste Michael Crichton, ça peut être difficilement mauvais. Oui, c'était un de ses tout premiers. Donc, Michael Crichton, on lui doit Jurassic Park, on lui doit Sphère, on lui doit... Ah oui, Sphère qui est excellent. Ça aussi, c'est du space opéra, mais rencontre avec des aliens, oui, tout à fait. Exactement. En fait, c'est plus... On reviendra... C'est une aventure intérieure. On reviendra sur Sphère. Et là, encore, avec le film que je vais essayer de vous décrire, il y a des similarités avec Sphère, parce qu'on sera très vite dans un univers confiné. Oui. C'est la variété Andromeda Strain. Exactement. Alors, le film est de Robert Wise, tiens, le même qui a fait Le jour où la Terre s'arrêta. Oui, c'est lui, ouais. Alors, raconte-nous un peu le résumé du film. Alors, l'accroche. Un village, Piémont, très tôt le matin. Aux États-Unis, le Piémont. Un satellite s'est écrasé. Certainement pas en France. Non, parce qu'il y a un Piémont en Italie. Ah bon.
ces considérations géographiques mises à part, ça se passe évidemment aux États-Unis vu que c'est un film américain. Ragazzi. Alors, satellite se crash, survol de la zone par les militaires. Enfin, pas survol d'abord. D'abord, camion qui était chargé de récupérer le satellite. Les gars, il y a sur le grand terrain et puis un peu partout, tout le monde est allongé et apparemment ils font pas une sieste. Ils sont morts. Et les gars de la camionnette meurent. Aussi. Oui. Bref, on envoie un machin en survol, un avion, et ouais, là encore, un problème. Oui, effectivement, ils sont bien morts, les gars. Oui. Et il y a déjà des busards qui sont en train de se ramener pour le grand gueuleton. Alors, que fait-on? On a un virus, peut-être, un machin en tout cas, qui tue tout le monde, de manière foudroyante. Bon, on annonce le plan Wildfire. Le plan Wildfire était fait par un gars qui, pour regrouper plusieurs scientifiques pour essayer de lutter contre une menace très, très violente, une épidémie très violente. Et pour l'étudier, alors déjà ils ont pu récupérer le satellite et ils vont dans le fin fond du désert. Il n'y a rien dans les environs à 180 km. Et nous avons 4 scientifiques débauchés manu militari par justement les militari. Et ils vont progressivement d'air de décontamination voir pourquoi le satellite s'est crashé, pourquoi tout le monde dans le village est mort, sauf un enfant et un vieillard. Oui. Le reste est du même acabit. Suspense, confinement, grande information scientifique. Oui. Et d'ailleurs, s'il se foire dans la mission, le centre se détruira. S'autodétruira. Et pas avec n'importe quelle arme. Vitrification, les gars. Et ouais, donc c'est un film qui est très très scientifique dans le sens où on va vraiment voir toute une observation scientifique de ce virus. Avec des outils révolutionnaires pour l'époque. Oui, qui même pour nous en 2014 nous impressionne un peu. Nous impressionne un peu, sachant que le film est des années 70. Oui, 72, 73, oui. Très 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 orienté 70. C'est un film qui est très typique de ces années-là. Tu parles de la bulette pacifiste trouvée sur un des macabres ? Non, je parle plutôt du personnage de la grosse... Je t'en prie. Oui, qui fait vraiment la rebelle des années 70. Ils sont un peu tous rebelles, même la personne qui était la fille du sénateur qui essaye de téléphoner au sénateur parce qu'il y a son mari qui se fait emmener par les militaires. Il n'y a personne qui aime faire ce job dans ce film. Personne. Ouais. Mais on doit le faire. Tous de manière... tous décalés. Alors les militaires, rien à foutre quoi. Ils sont tous anti-militaires. Bon, dans les jeux de rôle, il y a aussi ce genre de choses. Pas les extraterrestres. Bon, on dira que l'appel de Cthulhu, mais évidemment, c'est bardé d'extraterrestres. Alors, l'appel de Cthulhu, c'est bardé d'extraterrestres, mais je pense qu'on devrait plutôt se référer à l'émission sur Cthulhu qui va avoir lieu. Et t'as-t-on dit l'émission qui tease en spoilant? Sinon... À mentionner encore pour d'autres fois l'œuf de cristal de Herbert George Wells. Oui, on a les canaux de Mars. On n'a pas fait Sphère, on n'a pas parlé de Sphère. Enfin si, on en a parlé, mais on n'a pas fait le résumé parce que le Sphère, c'était sympa. Il est excellent ce film. Mais à côté de la variété Andromède, t'as presque l'impression que c'est un gentil petit divertissement. Oui, bon après Sphère, je l'ai vu il y a très longtemps. C'est quoi Andromède? Enfin, c'est gros Andromède. La variété Andromède, mais ça... mais on vient de le résumer, le film. Faudrait que... non, j'ai résumé l'accroche du film, mais... Bah oui, parce que sinon, on ne pas spoiler. On a déjà spoilé tellement de films. Et à la fin, il meurt. Non, mais... non, attends, Sphère, parce que de ce que je me souviens, tu l'as vu, Sphère? Oui.
Donc, 2 fois. De ce que je me souviens, moi je l'ai vu qu'une seule fois. J'ai même lu le roman avant. Ah bah alors, de ce que je me souviens, c'est une base sous-marine qui est découverte par l'armée américaine. Il y a une équipe qui est envoyée. On se rend compte que cette base américaine n'était en fait pas une base américaine. Cette base sous-marine n'est pas une base sous-marine, mais un vaisseau. Mais le pire, c'est que c'est un vaisseau américain, mais pas du XXe siècle. Un vaisseau américain qui est beaucoup plus avancé. Ils arrivent à y rentrer. Ce vaisseau, apparemment, est là depuis le XVIIIe siècle, sous l'eau. Et à son bord, il y a une sphère. C'est ce que transportait le vaisseau. Et cette sphère est extrêmement dérangeante. Ce n'est pas du tout une technologie terrienne. Et tout le film se base sur qu'est-ce que fout ce vaisseau ici, parce qu'il y a clairement un drapeau américain dessus. Le vaisseau est très loin de la technologie américaine du XXe siècle. Cette sphère est out of space. Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quoi cette foutue sphère ? C'est quoi cette foutue sphère ? C'est le titre du film. et voilà. Et franchement, ce film, comme je l'aime beaucoup, je ne le spoilerai pas parce que je veux que vous le voyez. Crève. Comment ? Tout le monde crève. Et à la fin, il meurt. Ben, Predator aussi, à la fin, il meurt, mais on n'a pas dit qui. Predator, qui est aussi un film d'extraterrestre. Qui est un film d'extraterrestre et qui est très très bon. Bon, il y a tellement qu'il faudra qu'on le fasse en 2 fois, cette émission. Oui. Alors, notre ami Octorius s'approche de sa pile d'aspégique. Pour cause surmenage précoce. Enfin, bon, ben, on continuera la prochaine fois. On continuera. Mais n'oubliez pas, la vérité est ailleurs parce qu'elle est ici. Elle est chez nous, elle est en nous. C'est l'infiltré, c'est l'extraterrestre. Ça peut être vous, ça peut être votre instituteur. On vous a volé vos souvenirs, vous êtes l'extraterrestre. Olé. Ah, ça serait cool, ça. Alors, à bientôt, chers télé-ads. À bientôt. Oh.